Bonjour, quand on rentre à l'hôpital, la grande surprise est toujours à la sortie, quand on paye la facture. Si on est en chambre individuelle, les suppléments d'honoraires font mal. Mais aurions-nous le même niveau de soins sans cela? On en parle aujourd'hui avec Dr Sophie Merckx, bonjour, et le Dr Jean-Luc Demers. Merci d'être avec nous. Et vous, bien sûr, prenez position. Soyez pour ou contre. Alors, faut-il interdire les suppléments d'honoraires dans les hôpitaux? Sophie Merckx, vous êtes médecin généraliste, conseillère communale PTB. Selon vous, les suppléments d'honoraires sont inacceptables? Tout à fait. Donc, avec les PTB, donc, nous sommes pour l'interdiction de ces suppléments d'honoraires. Ouais. Et donc, je pense que tout d'abord, il faut comprendre de quoi il s'agit. Donc, vous avez une personne qui se fait opérer de la hanche, par exemple. Il paye un tarif et l'autre personne va payer pas le tarif qui est conventionné, mais va donc payer 2 voire 3 fois le tarif. Pour les mêmes soins. Ce n'est pas seulement que c'est pas logique, mais surtout... Ce système-là fait en sorte qu'on a vraiment une médecine à 2 vitesses qui se développe. Parce que certains médecins, certains hôpitaux vont privilégier les patients qui vont pouvoir payer le tarif triple. Bon, docteur Jean-Luc Demers, vous êtes pas sûrement pas d'accord? Pas du tout d'accord en réalité avec ce qu'on vient de dire. Oui. La première chose, c'est que l'on parle d'honoraires. On ne parle pas de tarifs. Alors il faut savoir que la médecine est encore une profession libérale, que cette profession libérale en réalité ne connaît pas de tarif. Par contre, ce qui est exact, c'est qu'il y a un tarif qui est défini par ce qu'on appelle l'assurance, maladie, invalidité. Ce tarif a d'ailleurs une franchise qui est le ticket modérateur. Et ce tarif est applicable uniquement pour les médecins conventionnés. Et si on prend l'exemple de la prothèse de hanche, par exemple, eh bien, la prothèse de hanche, pour le patient qui est en chambre individuelle, peut, d'après la loi actuelle, générer des suppléments d'honoraires. Ces suppléments d'honoraires servent à payer le médecin et servent à payer l'hôpital. Comment ça, à l'hôpital? Ah oui, ce que l'on oublie toujours, c'est que les honoraires ne sont pas des honoraires purs. Quand on regarde la masse globale des honoraires au niveau des hôpitaux, exemple. Eh bien, donc si la masse globale des honoraires au niveau des hôpitaux, il n'y aura que 41% qui reviendra au niveau de la profession médicale. Ah, que 41% pour le... Oui, par Sophie, contre, si vous permettez que je termine, le plus grand financier de l'hôpital, ce n'est pas le budget des moyens financiers que donne l'État. Le budget des moyens financiers, c'est 38%. Et 42% du financement de l'hôpital, ce sont les honoraires des médecins qui génèrent. Et le reste, parce qu'on n'est pas à 100% là. Mais non, le reste sont en réalité des choses comme la cafétéria, la pharmacie, des choses Sophie. pareilles. Je pense que tout d'abord, il faut quand même revenir à ce qui se passe aujourd'hui en Belgique. Donc la semaine passée, dans la presse, on a eu des révélations de médecins qui refusent de soigner des gens parce qu'ils ne prennent pas la chambre particulière et parce qu'on ne sait pas, justement, demander ces tarifs excessifs. Donc je pense que là, on est vraiment devant une évolution avec laquelle nous devons dire mais vers quoi nous évoluons. Nous évoluons donc vers des hôpitaux qui vont proposer des soins de luxe à certaines personnes et le petit peuple, il doit se débrouiller avec le reste. Et donc je pense que là, voilà, soit on retourne à l'âge de l'ancien régime et de Louis XIV, ou soit on se dit non, la santé ce n'est pas un business, c'est un droit, et tout le monde a le droit aux mêmes soins. Jean-Luc, la santé c'est un business, ça vous... La santé est devenue un business. Vous en vivez, j'en vis. Les hôpitaux, en réalité, sont inclus dans un système de santé. Il y a je ne sais pas combien de travailleurs qui travaillent dans les hôpitaux, mais ce n'est pas négligeable. Et souvent, l'hôpital est le plus grand employeur dans une ville. Oui. Alors, dire que ce n'est pas un business, ça c'est vraiment en réalité retourner peut-être au Moyen-Âge. Oui, mais il faut retourner au Moyen-Âge où on a à ce moment-là des actions caritatives pour donner la santé. Je crois qu'on a dépassé ce stade. La deuxième chose, c'est que pour tout médecin, il n'y a pas d'obligation de soigner un malade, tout comme un avocat ne doit pas... Un médecin n'a pas l'obligation de soigner un malade. Mais je vais nuancer de suite. Oui, vous me faites peur là. Oui. Et tout comme un avocat peut refuser un client. S'il refuse un client, non seulement il doit l'avertir, secondo, il est obligé d'indiquer un autre confrère qui prendra en charge le patient et donnera les mêmes types de soins. Troisièmement, il ne peut évidemment pas s'agir d'une urgence. Sophie, ça vous choque qu'on compare le médecin à l'avocat?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que dans le cas de la santé, ben voilà, donc je pense que monsieur, il sous-estime aussi un petit peu les chiffres. Donc il fait comme si les médecins financent majoritairement l'hôpital. Oui, il y a des médecins, il y a effectivement des rétrocessions d'honoraires, mais oui, parlons quand même un petit peu concrètement. Le Centre fédéral d'expertise a étudié, sur base d'une enquête, les salaires moyens des spécialistes. Oui, parlons des salaires des spécialistes. Et nous avons quand même eu effectivement là des révélations qui, moi personnellement, m'ont fait tomber de ma chaise. Donnez-moi un chiffre. Quand je vois que certaines personnes, après rétrocession à l'hôpital, ont pour eux-mêmes 400 000 € par an, ben moi je me dis qu'on n'est plus là en train de parler d'un salaire décent. Je pense qu'on dépasse un petit peu ce qui peut être 400 000 € par an, c'est indécent à vos yeux? Alors, spécialiste, quel est le niveau d'expertise et qui gagne les 400 000 €? Mais alors, moi, je voudrais quand même m'interroger, ou interroger du moins Sophie, sur ces rétrocessions d'honoraires. Ce sont des chiffres moyens. La deuxième chose, c'est quelle est la tarification? La tarification dans certaines cliniques, par exemple universitaires, est-ce qu'elle est nominative pour le prestataire ou est-ce qu'elle est sous le nom du patron qui tarifie en réalité pour l'ensemble des actes dans son service? Non, mais plus clair, je pense qu'il essaye de noyer un petit peu le poisson. Non, je n'essaie pas de noyer le poisson, on a eu les chiffres, et même le Centre fédéral d'expertise en soins de santé a dit un des problèmes aujourd'hui, c'est justement que les honoraires sont excessifs. Et ce que nous avons calculé avec le PTB, donc on a eu les cas par exemple du professeur Bellemans, donc qui a quitté son poste de professeur à l'université, je pense que c'est pas mal payé, pour aller gagner plus en périphérie, pas gagner un petit peu plus, mais gagner 4 fois plus. Il l'a déclaré à la télévision. Donc il a eu l'opportunité de partir avec 4 fois plus que ce qu'il avait en tant que professeur à l'université. Je pense que donc c'est ce genre de comportement qu'il faut mettre un halt. Et nous avons étudié, nous, l'ensemble des honoraires que les médecins spécialistes touchent en Belgique, c'est 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros. Et ça, c'est pas un chiffre qui parle beaucoup. 400 000 par an, ça parle beaucoup plus à nos téléspectateurs. On va nous avons calculé que si nous donnons les salaires que nous appliquons dans les hôpitaux universitaires à l'ensemble des médecins spécialistes, on gagnerait 2 milliards d'euros sur ce chiffre des 6 milliards d'euros. Allez, on avance, on passe au Facebook qui marque. J'ai vu un Facebook passer, celui de Déborah. J'aimerais qu'on revienne dessus et votre réaction, mes invités. Déborah nous dit « Cela doit stopper. C'est de là que le problème se pose pour la Sécu. Trouvez-vous normal qu'un médecin vous réclame 300% pour des honoraires et vous oblige à prendre une chambre seule, or que la prestation est la même que si vous êtes dans une chambre commune? Cela n'a pas de sens. » Jean-Luc, je crois que c'est vous qui devez réagir à cette intervention. Deux choses. D'abord, en réalité, je voudrais signaler que les médecins en clinique universitaire, 70% sont des salariés. Oui. Donc on parle de choses qui sont tout à fait différentes, avec une pension qui est garantie ensuite, etc., dans un système qui est différent. Et donc commencer à comparer en réalité une pratique libérale avec une pratique, et la pratique libérale c'est la majorité des médecins, avec la médecine salariée universitaire, c'est tronquer le débat parce qu'à ce moment-là on est aussi dans un autre type de médecine, on arrivera à des heures à prester. On n'aura plus une médecine qui sera accessible. On n'a pas le même rythme de vie. Oui, on n'aura pas une médecine qui sera accessible à tous. Ça, c'est l'évidence même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en réalité, ce sont les suppléments d'honoraires, les pourcentages. Alors, assez curieusement, vous parlez des 300%, c'est scandaleux. Quelles sont les cliniques, à votre avis, qui plafonnent à 300%? Vous le savez mieux que moi, ce sont les cliniques universitaires. Le top, en réalité, au niveau des suppléments, se trouve au niveau des cliniques universitaires, justement dans ces cliniques-là où on a du salariat. Alors, je voudrais continuer. Moi, je pense que ce qui est fou, c'est que monsieur continue à défendre qu'il ne faut pas demander le tarif normal avec lesquels on peut bien gagner sa vie, mais qu'on doit demander 3 fois ce tarif-là. Donc moi, je pense que c'est en réalité des comportements qu'il faut condamner. Et c'est aussi quelque part, je dirais même, un discrédit qu'on jette sur l'ensemble des médecins. Parce que moi, vous savez, je suis médecin généraliste à Charleroi. Moi, mes patients, ils ne se posent pas la question de prendre une chambre particulière. Ils n'ont pas les moyens de se payer ça. Et donc, pourtant, malgré ce problème-là, à Charleroi, moi, je travaille avec
beaucoup de spécialistes auxquels je peux envoyer mes patients et qui demandent les tarifs normaux. Donc, qu'est-ce qui est le problème du tarif normal? Pourquoi allons-nous développer ces chambres de luxe, ces hôtels de luxe? Et finalement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ça amène aussi à une perte de qualité, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller sélectionner les patients qui rapportent, mais aussi les pathologies qui rapportent. Et on voit effectivement aujourd'hui que, ben voilà, on va préférer par exemple une opération de hanche par rapport à une opération d'une main. On ne choisit pas les opérations. On choisit. Non, mais les médecins vont se spécialiser et on va essayer d'avoir du chiffre dans ce qui rapporte. C'est aberrant ce que vous dites. Tout cela est décrit longuement et largement. Donc ça veut dire qu'il y a une perte des valeurs. Il y a une perte des valeurs. Exactement. Donc la personne qui aujourd'hui a une pathologie qui demande du temps, qui demande de l'écoute, elle ne va pas être soignée. Elle va être moins bien soignée. C'est le risque que nous courons aujourd'hui si nous continuons. C'est le risque, mais vous ne dites pas que c'est en pratique quand même. Je pense que parfois c'est déjà le cas, effectivement. Oui. Alors parfois des gens demandent des suppléments d'honoraires qui sont tout à fait exorbitants. Mais si vous allez en réalité dans ce... Vous connaissez ce genre de pratique, vous savez que parfois il y a des exagérations. Il y a des exagérations probablement. Il y a toute la médecine aussi qui est extra-hospitalière, dont on ne connaît pas en réalité les modes de financement. Tout vous êtes anesthésiste, hein? Oui. Alors, je suis anesthésiste conventionné et je respecte en réalité la tarification de l'hôpital pour tous les suppléments. Et chez nous, c'est tout le monde ne peut pas faire ça? Pourquoi tout le monde ne peut pas tout simplement respecter les tarifs en vigueur? C'est le minimum. On est là avec des êtres humains. On a fait la médecine, pas quand même pour se faire de l'or en barre. On a fait la médecine pour soigner des gens. Quand vous allez dans une première année de médecine, quand vous allez regarder dans les gens qui font les études de médecine, la majorité, ils font ça pour aider les gens. Et après, on arrive dans un système où on parle d'argent et où il n'y a plus que ça qui compte. Et finalement, voilà, on crée aussi des personnes qui deviennent cupides, je pense. Je pense qu'il faut remettre les valeurs au centre du débat. Je voudrais quand même vous dire deux choses. D'une part, vous n'avez pas en réalité le privilège et le monopole de la bonne médecine. Je suis un des médecins qui a commencé les soins palliatifs. Pendant des années, j'ai travaillé gracieusement aux soins palliatifs et je ne me suis pas intéressé aux suppléments, croyez-moi. Il n'y avait pas de financement à ce moment-là et je crois qu'en tant qu'individu, je n'ai pas de leçon à recevoir sur la mission du médecin. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour l'instant, on a un énorme problème de financement des hôpitaux. Un hôpital sur 5 est dans le rouge pour le moment. On n'arrive pas à financer ce qu'il faut pour pouvoir prester une médecine de qualité. Or, le premier payeur de l'hôpital, je le répète et j'insiste, c'est l'honoraire médical. Vous trouvez ça normal? C'est 42% en réalité du budget de l'hôpital qui est fourni par le médecin. Et ces 42%, on les obtient entre autres avec les suppléments. Alors ne venez pas me dire que c'est simplement in the pocket pour le médecin, scandaleux, etc. La troisième chose, c'est que si vous regardez les revenus des médecins, eh bien regardez, les néphrologues gagnent énormément, les radiologues gagnent énormément, scandaleux ont été ces chiffres fantastiques. Le radiologue et le néphrologue, combien abandonnent-ils à l'institution? Combien de pourcentage? Eh bien, je peux vous dire que, ça devient un peu délicat. Donnez-nous une idée. Mais dans une certaine institution, c'est 85%. Et donc, quand vous avez le chiffre d'affaires de la radiologie, le chiffre d'affaires de la dialyse, eh bien, vous abandonnez 85% de ce chiffre d'affaires et vous avez là l'honoraire réel, en réalité, du médecin. Attendez, on passe justement au chiffre qui fâche, on avance là-dessus. On en profite, puisqu'on en parle, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. 173% de suppléments d'honoraires, si on prend l'exemple du Chirec, 31% par exemple pour l'hôpital universitaire d'Anvers. Ces chiffres sont sortis de plus d'1 million de factures qui ont été épluchées. Est-ce que c'est normal? C'est la question vraiment qu'on se pose aujourd'hui. Pour les mêmes soins, on va avoir comme ça des divergences d'un hôpital à l'autre, d'une structure à l'autre. Non, c'est justement ça que nous dénonçons. Mais est-ce que, comme le disait Jean-Luc, est-ce que c'est normal que cette part de supplément d'honoraires vienne des médecins? Est-ce que l'État n'est finalement pas le plus responsable derrière tout ça, puisqu'il faut entretenir les hôpitaux? Je pense qu'effectivement, et donc ce qu'il faut pour refinancer nos hôpitaux, c'est sortir de la logique de la médecine à la prestation et la médecine à l'acte. Donc l'idéal, ce serait quoi?
Ben, l'idéal, ce serait donc effectivement que les médecins ont un salaire, qui peut être un salaire, donc comme on a dit, dans les hôpitaux. Un salaire. Un salaire, effectivement. Un salaire, NHS. Je pense effectivement que dans les pays scandinaves, c'est comme ça qu'on travaille. Ouais. Je ne pense pas que là-bas, les médecins sont pauvres. Quoi. On va prendre l'exemple justement de quelques pays. Ce sont des pays avec des soins de santé avec extrême qualité. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les hôpitaux font ? Comme ils sont sous-financés quelque part, ils incitent à la prestation. Et donc, aussi là-bas, le rapport du Centre fédéral d'expertise le dit clairement, cette incitation à la prestation qui est tout le temps présente fait en sorte que finalement on fait des fausses économies. Est-ce que le modèle anglais est un bon exemple, par exemple ? Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, quand vous allez demander en Angleterre à des gens, donc moi j'ai une cousine qui a dû être traitée, qui habite là-bas en Londres, elle a été prise en charge entièrement gratuitement. Alors on va justement rentrer en détail pour nos téléspectateurs. Selon justement une étude qu'on a épluchée, un rapport, vous le connaissez, Jean-Luc, ce rapport. On a en 1 les Pays-Bas, 2 la Suisse, 3 la Norvège, 4 la Finlande, 5 la Belgique. On est sur la qualité des soins de santé de manière générale. L'Angleterre dont on vient de parler, qui pour vous est idéale, est à la 14e place. La France à la 11e, l'Allemagne à la 7e place. La Belgique est quand même à la 5e place, donc c'est pas mal. Oui. Un détail sur ces chiffres peut-être, Jean-Luc. Elle est à la première place pour un domaine qui vous fera plaisir. L'accessibilité aux soins. Et l'accessibilité aux soins est justement permise actuellement parce qu'on n'a pas une médecine étatique, de salariat, mais une médecine libérale. Où, si vous voulez consulter un médecin, vous pouvez le faire où vous voulez, quand vous voulez. Et Sophie parlait de la médecine anglaise, par exemple. Mais la médecine anglaise est une médecine étatique. Oui. Vous savez, j'ai été donner une conférence en Angleterre. Eh bien, avant 9 h du matin, il n'y avait personne au quartier opératoire. On commençait à son aise. S'il y avait un patient qu'on savait cancel, comme disent les Anglais, eh bien, on le postposait parce qu'on se trouve dans une médecine, là, qui est une médecine de fonctionnariat. Maintenant, je voudrais revenir à l'accessibilité, si vous permettez 2 secondes. Qu'est-ce qui est la force? Et on est à 225 points dans l'Euro Health Consumer Index. La plupart des autres sont à 185. Justement parce qu'on a une accessibilité aux soins qui est non négligeable. Quel est l'avantage de cette accessibilité aux soins? C'est que l'on peut se faire soigner très rapidement, voire même par plusieurs, qui que l'on soit. Mais... Alors si vous allez en réalité chez le médecin généraliste en tant qu'omnio, etc., combien vous coûte une consultation? Réellement, 1 euro. 1 euro. Oui, mais... Et alors, de quoi parlons-nous? On parle de termes d'accessibilité. On parle de médecine à 2 vitesses. Non, il y a une médecine... qui est en train de s'installer. Oui, mais c'est ce que vous craignez. Si nous voulons aujourd'hui donc vraiment garder une accessibilité aux soins de santé en Belgique, on doit tirer la sonnette d'alarme. Il y a de moins en moins de généralistes. C'est bien de pouvoir aller chez un généraliste, mais s'il n'y a pas de médecin généraliste dans le coin, combien de gens ne nous demandent pas... C'est un autre problème, ça. Non, mais c'est aussi un problème d'argent. On parlait là aussi d'argent. Oui, on est sur le supplément de la médecine générale, par exemple. Et donc, ce que nous proposons, c'est le modèle, justement, vous l'avez montré, scandinave, qui fait des très hauts scores, que ce soit en accessibilité, que ce soit en qualité aussi. La Suède, en est où? Nous devons aussi parler de ça. Et donc, je pense que si nous proposons ça, ce sont aussi des médecins qui sont très bien payés. Et oui, il faut changer d'épaule, il faut changer le fusil d'épaule aujourd'hui si nous voulons pérenniser notre système. Allez, on passe à la dernière minute. Sophie, pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie que les téléspectateurs retiennent aujourd'hui sur justement ces suppléments d'honoraires pratiqués par les spécialistes? Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter cet excès de ces suppléments d'honoraires. Donc, il faut rester raisonnable. La santé, ce n'est pas une marchandise. Nos corps ne sont pas à vendre. Quand on est malade, on a le droit d'être soigné convenablement. N'importe n'importe combien qu'on a dans notre portefeuille, finalement. Jean-Luc? Alors, d'une part, l'accessibilité des soins est garantie pour tous. Tout le monde peut aller à l'hôpital, tout le monde sera soigné à l'hôpital et le ticket modérateur pour les patients qui sont démunis ou en tout cas ne sont pas à même de payer est quasi nul.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on brille par l'accessibilité. Et la troisième chose, c'est que la médecine libérale permet d'avoir actuellement une qualité de soins parce que l'on doit financer les moyens et que l'État n'est pas à même de financer ces moyens. Et donc, ce que je propose, c'est le maintien en réalité du système actuel. Le financement des chambres supplémentaires est souvent fait par des assurances complémentaires ou des assurances privées qui peuvent se le permettre. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir débattre sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous d'être plus fidèles chaque jour. Beaucoup de réactions Facebook sur ce thème aujourd'hui. En attendant, c'est RTL Info 13h. C'est Luc Gilson. À demain.